Backstabber est un morceau qui lui a été inspiré par une dispute avec Kim, sa copine. C'est la première fois qu'il a exprimé ses sentiments dans un enregistrement. Il a utilisé l'argent de ses impôts pour faire un pressage d'environ 500 à 1000 exemplaires. La chanson a bien marché, sans casser la baraque. Il a dû en vendre 200, je crois. Mark Kempf est son premier manager. Il a fondé le magazine Underground Sounds, basé à Détroit, distribué à l'échelon national. À l'inverse des autres publications de l'époque, celui-ci s'intéresse aux jeunes artistes, surtout quand ils sont eux aussi de Détroit. Notre premier contact s'est fait au téléphone. Il m'a demandé comment faire pour proposer une cassette. Le magazine lui plaisait bien, il voulait être dedans. Il m'a envoyé une cassette que j'ai chroniquée. À l'écoute, son talent était évident. Il fallait qu'il se passe quelque chose. C'était trop... Il ne s'est rien passé. Les gens le prenaient pour un charlot. Il a souffert du racisme anti-blanc. Proof lui a donné une certaine crédibilité. Quand il a sorti ses cassettes, les réactions, l'accueil n'a pas été terrible. T'as pas de diplôme, t'es blanc et tu veux rapper? Tout le monde, que ce soit à l'école, dans le quartier ou dans les clubs, ils se foutaient tous de lui. Dans les banlieues, les Blancs rejetaient ce mec qui faisait de la musique noire. Et en ville, les Noirs rejetaient ce petit Blanc qui voulait faire de la musique noire. À un concert, quelqu'un avait fait passer un morceau. Un mec l'a pris. C'est un bouffon. Il l'a jeté. Il y a eu une bagarre. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait une masse de gens et qu'il était en plein milieu à essayer de calmer le jeu. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial, qu'il s'impliquait vraiment et qu'il se sentait blessé. Il s'était donné à fond pour sortir son truc et les gens le mettaient direct à la poubelle. Malgré sa relation tumultueuse avec Kim, des difficultés à élever sa fille et le boulot pénible au salaire minimum, Eminem poursuit sa carrière musicale. Il remet le couvert avec les frères Bass, les producteurs qui le guident depuis ses 15 ans. Eminem réussit à terminer et à sortir son deuxième disque, Infinite. Infinite est sorti. J'ai trouvé cet album excellent. Il est sorti en cassette et en vinyle. Je l'ai écouté et je me suis dit, il assure ce mec. Je suis allé dans ce club. Je voulais voir le groupe de Proof. Je ne m'attendais pas à voir Eminem. Proof me dit, t'as entendu le dernier truc d'Eminem? Moi, non, on vient juste de me donner son nouvel album. J'ai envie de le rencontrer, où il est? C'est lui. Moi, attends, le petit blanc là, c'est Eminem? J'en revenais pas. J'écoutais tout le temps sa cassette. Je me demandais bien pourquoi il passait dans les petits clubs devant 10 personnes. Pour un artiste local, passer sur la radio hip-hop WJLB représente la voie royale du succès. DJ Bushman, qui officie depuis des années, a entendu tous les talents prometteurs. Bushman l'aimait bien, mais il ne voulait pas le passer. Il faut que tu sois noir pour passer. Si t'es pas noir, laisse tomber. Eminem fait une autre rencontre importante, DJ Lisa Lisa. Elle programme des soirées open mics. Eminem insiste pour auditionner. Impressionnée par sa fougue et ses talents d'écriture, elle l'invite à passer. Son succès lui vaudra d'être régulièrement invité. Son premier morceau parlait d'être coincé dans un monde de cinglés. Il avait un côté assez drôle, assez comique, mais en l'écoutant, il avait cette nuance sombre. Il a pris le micro et a transformé toute la pression qu'il sentait dans le studio en une force. Et il a gagné. Je regardais ce petit blond. Comment tu fais pour leur renvoyer tout ça? Je m'en fichais qu'il soit blanc. Je l'ai écouté. J'essaie toujours de donner mes impressions aux artistes. Malgré l'accueil de l'album et la reconnaissance de la scène de Détroit, Infinite sera un échec commercial. Les frères Bass doivent couper court. Il était respecté, mais en même temps, on parlait beaucoup dans son dos.
Il rentrait à la maison découragé. Il disait « J'ai envie de laisser tomber tout ça, je veux tirer un trait, continuer à bosser pour m'en sortir. » Il s'est rendu compte qu'il allait devoir bosser. Marshall et ma sœur ont joué à qui prenait le plus de cachetons. Ils se disputaient pour savoir qui en prenait le plus. La communauté noire le rejetait. C'était un zèbre blanc. T'es pas noir, casse-toi. Il n'était pas à sa place. Il a voulu mourir. Il se remet de l'échec de Infinite, mais tout s'effondre autour de lui. Viré de chez Gilbert, il se dispute sans arrêt avec Kim et n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa fille. Il craque, il est au bout du rouleau. Dans un moment de désespoir, hanté par le souvenir de Ronnie, Eminem tente de se suicider en avalant des médicaments. De cette tentative de suicide naîtra une nouvelle inspiration. Il trouve enfin la voie qui le mènera au succès. On m'a raconté qu'une fois, il parlait à Buddha Fuller Rhymes, un autre rappeur de Détroit. Et il lui disait « Tu sais, ça ne me mènera nulle part ce que je fais. J'ai envie d'essayer autre chose. » Il avait besoin d'un gimmick, d'une image. Son identité était masquée. Il ne savait pas qui être. Il en a eu marre, son ego en a pris un coup. Il m'a dit « Ils n'aiment pas les trucs positifs. Je vais me mettre à écrire des trucs de malade. Je vais écrire des rimes, comme on n'en a jamais vu. » Il s'est trouvé un alter ego, Slim Shady. Quand on a entendu ça, le choc. C'était vraiment un son nouveau. Dès cet instant, il a vraiment capté l'attention. Mark Kempf, le premier manager d'Eminem, organise pour Proof et Bizarre, un autre rappeur de Détroit, des rendez-vous avec des dirigeants de label à New York. Bizarre connaissait Eminem de la scène rap de Détroit et l'invite à les accompagner. Bizarre a fait écouter ses trucs, Eminem aussi. Bizarre m'a dit qu'Eminem avait été plus apprécié. Il m'avait appelé pour avoir mon avis sur le nouvel album qu'il préparait. Il m'a fait écouter Just the Two of Us. Ça m'a scotché. J'ai fait « Waouh !» C'était sur The Slim Shady EP. C'est incroyable. C'est vraiment excellent. Quand Slim Shady rappe, si on écoute bien, on distingue facilement les morceaux de Slim Shady et ceux d'Eminem. Ceux de Slim Shady sont plus incisifs, plus amers, plus vindicatifs. C'était terminé, le môme qui se faisait tyranniser, à qui on disait qu'il valait rien. C'était son côté sombre et malsain qui se révélait. Il s'en est pris à des tas de gens. Le cassage des PD, les propos homophobes, les lesbiennes, les fumeurs d'herbe, les toxicos, tout ce qui avait rapport à la violence. Le Slim Shady EP sort en 1997. Quand il est sorti, ça ne rigolait plus. Ceux qui avaient jeté Infinite en disant « pas original », avec ce mini-album, Slim Shady est né. L'accueil a été très favorable. Ça a fait du bien à son ego. On vend des cassettes dans plusieurs magasins, on a fait des concerts. Quand on a écouté ça, on a été sûr de son talent. Les ventes prouvent qu'il peut passer à la vitesse supérieure. Scribble Jam est un festival urbain consacré au hip-hop. Chaque été, ce festival attire une foule de MCs confirmés, de graffeurs, de DJs et de breakers. Malgré ses progrès en termes de musique, sa vie de famille est toujours aussi tumultueuse. J'ai vraiment dû le convaincre. Il me disait « Je suis fauché. Moi, t'en fais pas, je paye les frais. Prends quelques jours, vas-y. » Il avait un concert la veille. Il devait être 3 ou 4 heures du mat quand on a pris la route de Cincinnati.
Slim Shady participe à la battle de Scribble Jam en 1997. C'est l'occasion de présenter son nouveau personnage et son talent en freestyle qu'il a rodé dans la rue à un autre public que celui de Détroit.